Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook du magazine Déclic. Donc nous vous avions donné rendez-vous pour notre Facebook Live spécial rentrée, donc nous y voici. Je suis accompagné de Nicolas Aiglin qui a eu la gentillesse de nous accompagner pendant 1 heure et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, celles que nous avons déjà reçues et celles qui interviendront en direct. Donc Nicolas, déjà merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, pour rappel, vous êtes administrateur de la courte échelle et vous êtes également président de la FNACEP. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos multiples activités? Alors, bonjour à tout le monde. Donc, la Courte Échelle, c'est un collectif départemental qui est basé dans le département du Rhône et qui travaille sur les questions de scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc, c'est un collectif qui rassemble 25 associations locales ou des antennes départementales d'associations nationales. Et la FNACEP, c'est une fédération, donc la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap. Et c'est une fédération qui rassemble une trentaine de collectifs ou d'associations nationales et qui travaille sur les questions de scolarisation des élèves en situation de handicap, mais aussi sur, on va dire, les parcours de vie des personnes en situation de handicap. On travaille sur l'emploi accompagné et on est sur la notion d'accompagnement dans tous les temps, tous les lieux de vie. Voilà. Très bien, écoutez, merci. On va attaquer du coup donc ce Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Nous avons Isabelle, notre modératrice, qui se chargera de nous les transmettre et on tâchera d'y répondre du mieux possible. Sachez également que nous allons être visibles sur la page Easy de Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur cette page, nous y serons dans quelques minutes. Alors la première des questions qu'on avait reçues concernait une personne qui avait une fille en grande section, Nicolas, et qui était actuellement en Ulysse, et elle avait appris que sa fille ne ferait que 4 ans d'Ulysse et non 5, du fait de son maintien en grande section de maternelle. Alors elle trouvait déjà que c'était un comble pour un enfant en difficulté, et elle avait 2 questions, déjà savoir si c'était exact, le fait qu'elle passait de 5 à 4 années, et les recours éventuels qu'elle pouvait entreprendre pour, j'allais dire, contester cette décision et qu'elle fasse bien ses 5 ans d'Ulysse. Donc voilà, est-ce que sur cette question, Nicolas, vous avez peut-être des éléments de réponse? Alors, le principe général, c'est que en maternelle, on peut avoir un maintien de 1 an, que ce soit donc sur une des 3 classes de maternelle, mais ce sont des maintiens qui sont très exceptionnels. Le deuxième principe général, c'est que quand on passe sur le cycle 2 et le cycle 3, donc sur l'école primaire, il peut aussi y avoir un maintien, donc ce qu'on appelle un redoublement, sur le parcours du 2e cycle et du 3e cycle, mais là aussi, ce sont des choses qui sont exceptionnelles. Il n'y a rien dans les textes qui interdisent, parce qu'on a eu un maintien en maternelle, qu'on devrait aussi avoir, on ne pourrait plus avoir de maintien en école primaire. Mais on essaye, dans la mesure du possible, de limiter le nombre de maintiens tout au long de la scolarité d'un élève. Donc ça, c'est le principe général pour tous les élèves qui sont en situation de handicap ou pas. Pour les élèves en situation de handicap, les aménagements de la scolarisation sont décidés, proposés par la CDAPH et validés par les parents. Donc on a ce cadre qui autorise en principe jusqu'à 2 maintiens, on va dire, entre maternelle et primaire, et si nécessaire, il peut y avoir des maintiens complémentaires décidés par la CDAPH. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez exceptionnelles, le maintien. Il faut toujours se poser la question de pourquoi on met en place un redoublement, parce que du coup, ça creuse la différence d'âge entre la classe, les autres élèves qui sont dans la classe d'accueil et l'élève concerné. Donc on essaye d'être... c'est vrai que voilà, c'est possible d'avoir 2 maintiens, mais il faut toujours s'interroger sur est-ce que c'est nécessaire. Et donc de ce que j'ai compris de la question, l'élève concerné est aujourd'hui en Ulysse. On n'a pas le niveau dans lequel elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est sa première année, sa 2e année d'Ulysse? Il est peut-être un peu tôt, si elle est en début d'accueil en Ulysse, de positionner dès maintenant le fait qu'elle aura un maintien avant la fin sur les 5 ans à venir. Quoi qu'il en soit, les interlocuteurs, c'est le Conseil des maîtres, déjà pour voir en règle ordinaire s'il y a besoin de faire un redoublement ou pas.
Et sur une situation d'élève en situation de handicap, de toute façon, ça va se traiter en équipe de suivi de scolarisation pour éventuellement solliciter la MDPH, faire remonter à la MDPH les éléments d'évaluation qui permettront à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH de dire bah oui, il est préférable de faire un redoublement ou pas. Voilà un peu les indications que je voulais donner sur cette première question. Très bien, super, merci, merci beaucoup. Donc on peut poursuivre avec une seconde question d'une personne qui a emménagé sur la ville de Nantes et qui a une petite fille trisomique qui est âgée de 18 mois. Elle s'interrogeait par rapport au délai pour chercher une place pour sa fille à l'école. Est-ce que du coup, du fait que sa fille ait 18 mois, il faut qu'elle s'y prenne dès maintenant? Est-ce qu'il faut qu'elle attende encore un peu? Et elle ne connaissait pas également trop les établissements autour d'elle et elle avait du mal à savoir vers qui se tourner. Alors peut-être deux parties dans cette question. D'abord, est-ce qu'il est trop tôt quand son enfant en situation de handicap a 18 mois pour lui trouver une place déjà dans une école? Commencer à y réfléchir? Il n'est jamais trop tôt pour se projeter, mais c'est vrai que le principe, quand on prépare la rentrée scolaire de son enfant, c'est en fin d'année précédente d'aller tout simplement sonner à l'école de son quartier pour pouvoir faire l'inscription en proximité. Donc les écoles primaires publiques sont sous la gestion des municipalités en termes d'inscription. Donc il y a un contact à prendre avec la mairie pour faire l'inscription administrative. Mais l'école du quartier peut donner les indications pour les démarches. Et ensuite, c'est un complément d'inscription à l'école maternelle avec le directeur, la directrice de l'école maternelle. Tout enfant en situation de handicap a une place à l'école. Ça ne se discute pas, donc on n'a pas à faire le tour de toutes les écoles pour trouver sa place. Comme tout enfant, on vient toquer à la porte de l'école et donc on peut être inscrit dans l'école du quartier. Après, se pose la question de quels sont les éventuels aménagements nécessaires pour la scolarisation de l'enfant. Et s'il y a des aménagements, qui les décide, qui les met en place et quels sont les délais pour obtenir ces aménagements. En général, quand on est sur une première scolarisation, et particulièrement en maternelle, il n'y a pas forcément à imaginer tout de suite des aménagements pour accueillir son enfant. Sur une trisomie 21, on peut imaginer, sur un enfant qui a une trisomie 21, on peut imaginer qu'elle sera accueillie en septembre pour l'année de ses 3 ans. Et les aménagements pourront être réfléchis au cours du premier trimestre avec l'équipe éducative. Et si nécessaire, il pourrait y avoir des demandes complémentaires d'aménagement. La question, derrière cette question, c'est l'interrogation des parents sur est-ce qu'il faut prendre contact tout de suite avec la MDPH ou pas. En première intention, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessaire sur la question de la scolarisation de prendre tout de suite le contact avec la MDPH, mais plutôt de privilégier le temps d'échange avec les enseignants pour voir ce qu'il est possible en termes d'aménagement. S'il y a besoin d'aménagement, d'observer l'enfant, de voir comment il évolue dans la classe. Si par contre il y a besoin d'aménagement, on peut imaginer sur d'autres situations, peut-être sur cette situation, parce qu'on a peu d'indications sur les difficultés rencontrées par cet enfant. S'il y a des difficultés qui laissent penser qu'il faudra par exemple qu'il y ait un auxiliaire de vie qui accompagne, donc un AESH qui soit présent, un assistant d'élève en situation de handicap, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, il faut à ce moment-là faire un dossier, une demande d'évaluation de la situation à la MDPH et l'équipe pluridisciplinaire pourra faire éventuellement une notification d'accompagnement par un AESH. C'est vrai que jusqu'à présent, les délais pour avoir la notification et qu'elle soit mise en place par l'Éducation nationale, il est bien, quand on est en janvier, février de l'année précédente, de commencer à s'interroger, à préparer le dossier, parce qu'on a souvent, théoriquement, on a 3 à 4 mois de délai d'instruction, souvent on en a 5, 6, et puis ensuite il y a les délais de traitement au niveau de l'inspection académique, pour la mise en œuvre du poste. Donc voilà, c'est bien de prévoir 6-7 mois de marge s'il y a besoin. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Mais sur la première scolarisation, il faut vraiment se poser la question de est-ce que c'est pas intéressant quand même d'essayer sans un accompagnement d'AESH, le premier temps de scolarisation, plutôt que dès le début mettre un AESH en présence. Ça, c'est les parents peuvent s'appuyer aussi sur les observations qui ont été faites par les structures petite enfance. Si l'enfant a déjà été accueilli en crèche, il est possible de faire remonter un petit peu des éléments sur
comment ça s'est passé, et pouvoir éclairer la MDPH et l'enseignant d'école maternelle sur les besoins, les habitudes, voilà, les difficultés rencontrées, les capacités, l'autonomie de l'élève. Voilà un peu ce que je voulais aussi dire, mais ouais. D'accord, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude en tout cas. Là-dessus, il faut y penser, mais votre conseil, c'est aussi peut-être de laisser l'enfant évoluer et de voir vraiment de quoi il a besoin, plutôt que de tout de suite forcément lui donner un accompagnant et après se rendre compte que ça peut aussi peut-être le freiner. C'est prendre le temps avec l'équipe éducative de l'école maternelle de bien identifier les besoins pour ne pas avoir éventuellement une tierce personne qui ferait écran dans la relation avec l'enseignant. En école maternelle, il y a des ATSEM qui peuvent aussi intervenir en appui. Donc voilà, ça peut permettre de prendre un peu le temps. Je ne mentionne pas l'enseignant référent sur cette question-là, parce que théoriquement, les enseignants référents n'interviennent que très rarement sur les situations de première scolarisation. Les documents préparatoires que l'on envoie à la MDPH, les écoles, les enseignants sont en capacité de les remplir et de les mettre à disposition des familles pour que les familles les envoient à la MDPH. S'il y a une situation complexe, bien entendu, on peut solliciter l'enseignant référent et il est possible qu'il intervienne aussi. Mais est-ce que vous pouvez juste nous rappeler l'enseignant référent? L'enseignant référent va accompagner l'enfant tout au long de sa scolarité. Alors, ce sont des professionnels qui dépendent de l'éducation nationale et qui sont là pour accompagner les familles dans la construction des parcours de scolarisation des enfants. Donc, ils sont présents et ils animent les équipes de suivi de scolarisation. Et il rédige tous les comptes rendus de ces équipes et il rassemble tous les documents nécessaires à l'étude des dossiers qui sont ensuite envoyés à la MDPH. L'intérêt, c'est que ce sont des professionnels qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien les acteurs et qui sont vraiment là pour faire médiation avec les familles et les enseignants. Donc, voilà, on est sur un professionnel qui peut accompagner dans la construction du projet et bien définir les aménagements dont on a besoin. D'accord, très bien. On poursuit justement, on a eu une question en live, plus ou moins une remarque, alors c'est tout l'intérêt du live de rebondir dessus, c'est pour ça qu'on est là. Sophie qui nous trouve bien optimiste, elle nous dit que les écoles sont souvent fermées au handicap et qu'elle ne veut pas d'enfants sans AVS. Ouais. Vous rejoignez son sentiment. Je rejoins son sentiment et c'est pour ça que j'insiste bien sur laisser du temps à l'enfant pour observer ses besoins et être en capacité de mettre l'aide humaine que s'il en a vraiment besoin. Depuis qu'on a créé la fonction d'auxiliaire de vie scolaire, donc d'AVS, et je le dis d'autant plus sereinement que c'est la FNACEP qui a beaucoup porté la création de ces postes. Les premiers services d'accompagnement étaient associatifs et étaient portés par des associations membres de la FNACEP. Donc on s'est battu pour qu'il y ait ce type d'accompagnement qui soit mis en place au sein de l'école. Mais aujourd'hui, on est sur plus de la moitié des élèves qui sont scolarisés, des élèves en situation de handicap qui seront scolarisés, qui bénéficient d'une aide humaine à l'école. Il nous semble que c'est beaucoup. Il nous semble qu'il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont, entre guillemets, un peu imposés par les acteurs. Et quand je dis les acteurs, ça peut être autant les enseignants qui disent « Ah non, mais moi j'accueille l'enfant que s'il a son AVS », mais ça peut être aussi parfois des parents qui vont penser que pour le bien de leur enfant, c'est obligatoire d'avoir un AVS. Or, une fois que l'auxiliaire de vie est dans la classe, dans l'école, il faut s'interroger sur son impact sur l'autonomie. Est-ce qu'il vient vraiment en appui au développement de l'autonomie ou est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas faire écran et comment on fait évoluer le temps de présence? Donc du coup, plus on prend du temps pour observer, pour bien regarder quels sont les accompagnements qui sont nécessaires, mieux c'est pour la mise en place de l'accompagnement par la suite. Mais je suis d'accord avec Sophie, c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des contacts avec les écoles où la première réaction des enseignants, qui, on ne va pas le cacher, peuvent être encore en difficulté sur l'accueil d'enfants en situation de handicap, ça va être « Ah oui, mais je ne le prends pas s'il n'y a pas d'AVS ». Donc du coup, c'est intéressant quand même d'aller échanger avec ces enseignants en disant « Mais peut-être qu'on peut prendre un trimestre pour regarder comment ça se passe avant d'enclencher l'accompagnement ». Et à côté de ça, on a aussi des parents qui sont des fois dans des situations où ils ont des droits, ils ont une AVS et en fait finalement ils vont devoir la partager. Il y a aussi
des cas un peu comme ça qui sont un peu à l'opposé de ce que vous décrivez en disant attention de ne pas forcément mettre une AVS. Alors c'est vrai aussi qu'on a aussi un changement de pratique, c'est-à-dire qu'on a des auxiliaires individuels et des auxiliaires mutualisés, et d'un territoire à l'autre, en plus, on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques d'accompagnement. Ce qui se passe dans le département du Rhône, par exemple, c'est pas la même chose sur d'autres départements en France, hein, sur la gestion des aides mutualisées. Donc c'est vrai qu'il faut que les écoles apprennent à gérer la mutualisation de cette aide. C'est pas toujours simple. On n'a pas tous les réflexes aujourd'hui, tous les outils pour faire les observations convenablement et bien définir pour cet élève à quel moment on fait intervenir l'aide humaine ou pas. La différence entre aide humaine individualisée et aide humaine mutualisée, l'aide humaine individualisée, elle est mise en place à partir du moment où il y a des besoins continus et soutenus. Donc, si on est dans ce cadre-là, ça ne se discute pas, on est sur l'aide humaine individuelle et on fait l'accompagnement sur le temps nécessaire de la semaine de scolarisation. S'il n'y a pas de besoin continu ou s'il n'y a pas de besoin d'appui soutenu, on peut très bien faire de la mutualisation, et l'intérêt c'est qu'on peut gagner en souplesse tout au long de la semaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des heures qui vont être mobilisées, des accompagnements qui vont être faits beaucoup plus en fonction des besoins de l'élève qui vont être constatés par l'équipe éducative plutôt que des AVSI avec un planning déposé à l'avance et où on n'a pas de souplesse. Donc il y a de l'avantage et d'inconvénients sur ces deux approches. Sur cette rentrée scolaire, on a de nouveaux dispositifs qui arrivent que sont les PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Là aussi, ils se mettent en place de façon très différente d'un département à l'autre, donc il est un peu tôt pour arriver à analyser quelle est la meilleure organisation de ces dispositifs et comment les élèves vont pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une gestion beaucoup plus proche du terrain, au plus près des emplois du temps des élèves et des AESH. Donc pour nous, cette dimension du PIAL, elle est intéressante. On pourrait considérer que c'est de la gestion des ressources humaines de la part de l'Éducation nationale, on ne va pas se le cacher, je pense qu'il y a une partie de ça, hein, il y a une partie de vrai, mais il y a aussi le fait qu'on pourra avoir plus de réactivité de proximité, parce que dans un département, dans un gros département, vous pouviez avoir 2000, 2500 AESH, tout centralisé en gestion par l'inspection académique. Vous imaginez bien que la souplesse, elle n'y est pas dans ce cas-là. Donc voilà, les PIAL, on va leur laisser un petit peu plus de temps. Et oui, des fois, je suis un peu optimiste. Je trouve que c'est important de garder son optimisme. Vous avez raison. Très bien, on poursuit avec une autre question qui nous avait été posée. Donc, des parents d'un enfant handicapé en moyenne section de maternelle. Et ils nous indiquaient que l'an dernier, les rapports avec l'école avaient été un peu compliqués. Et ils auraient aimé s'assurer que cette année, leurs souhaits soient davantage pris en compte. Alors, on ne sait pas vraiment de quels souhaits il s'agit, mais voilà, ils voulaient savoir s'il fallait qu'ils sollicitent peut-être plus de rencontres avec l'équipe éducative, peut-être qu'ils tiennent informés la MDPH d'une manière ou d'une autre du suivi de leur enfant. Quels conseils on peut leur donner pour qu'ils vivent, j'allais dire, une année un peu plus sereine ? C'est un sujet qui est sensible, ça. Comment on travaille en partenariat, en liaison avec les professionnels, les enseignants, pour le bien de l'enfant. En tant que parent, comment on reste dans une dynamique positive, parce qu'on sait très bien que quand on est sur des tensions avec les équipes, c'est compliqué et parfois c'est contre-productif. Et le cadre général, c'est que pour toute famille, qu'on ait un enfant en situation de handicap ou pas, on peut demander des rendez-vous avec l'équipe éducative, et donc on peut faire une réunion d'équipe éducative, d'équipe pédagogique, avec les enseignants, éventuellement les ATSEM, la direction de l'école, pour pouvoir échanger sur les questions que l'on souhaite. Donc ça, c'est un premier lieu où on peut apporter des informations et échanger sur toutes les questions qu'on souhaite apporter. Pour les enfants en situation de handicap, il y a une autre réunion qui s'appelle l'équipe de suivi de scolarisation, qui est théoriquement organisée tous les ans, une fois par an, mais aussi autant que de besoin. La différence entre l'équipe éducative et l'équipe de scolarisation, c'est que l'équipe de scolarisation, c'est l'enseignant référent qui invite les participants avec validation par la famille des personnes qui sont invitées.
c'est l'enseignant référent qui anime la réunion et le compte-rendu de la réunion peut servir pour être envoyé à la MDPH et qu'il y ait une réévaluation éventuellement des aménagements nécessaires pour l'enfant. Donc cette réunion elle est intéressante parce que du coup on a un tiers médiateur qui est présent à la réunion et qui en plus est un enseignant de l'éducation nationale, donc qui connaît l'institution. Donc c'est un lieu qui doit être privilégié justement pour pouvoir amener un petit peu toutes les réflexions sur ce qui a été demandé à l'aménagement et ce qui doit être mis en place. Tout ça, quand ça remonte à la MDPH, ça doit permettre à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH de rédiger ce qu'on appelle le PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Ce document, alors encore une fois, on va dire que je suis optimiste, on est d'accord, il n'existe pas dans tous les départements. Il y a encore aujourd'hui des MDPH qui n'éditent pas de PPS. Mais dans les départements où c'est édité, on peut marquer du coup noir sur blanc les aménagements qui doivent être faits par l'école. Et du coup, c'est un document qui théoriquement s'impose à l'école. C'est important d'avoir ce document parce que quand on rentre dans un rapport de force avec une école, ce qui malheureusement peut arriver, c'est ce document qui peut servir de base. Et donc ensuite, on peut remonter éventuellement la hiérarchie de l'éducation nationale, solliciter le directeur de l'école pour essayer de faire bouger les choses, puis l'inspecteur de circonscription, puis l'inspecteur spécialisé ASH, donc spécialisé sur le handicap. Et puis il y a maintenant les cellules d'accueil, d'écoute départementale, donc d'écoute téléphonique qui ont été mis en place à la rentrée, qui peuvent être aussi des lieux que l'on peut mobiliser quand on a une situation qui va être de plus en plus complexe. Mais voilà, ce qui est toujours compliqué, c'est comment on reste sur des rapports positifs. On accompagne régulièrement dans les associations auxquelles je participe, on accompagne régulièrement des familles qui sont en difficulté dans des relations avec les enseignants. Le rapport de force est déséquilibré parce qu'on a en face un représentant d'une institution qui peut jouer, abuser de ce poids-là et les parents n'ont pas toujours toutes les ficelles pour pouvoir se défendre ou argumenter. Donc il faut essayer de vraiment se rapprocher de l'enseignant référent, puis on peut aussi se rapprocher des associations ou des fédérations de parents d'élèves. À toutes ces réunions, d'ailleurs, vous pouvez être accompagné par la personne de votre choix. D'accord. Vous pouvez très bien demander à une association ou à une fédération de parents d'élèves de vous accompagner lors de ces rendez-vous. Voilà. Très bien. Si on répond... Si, parfait. Très bien, on va poursuivre. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on est avec Nicolas Aiglin pour encore une grosse demi-heure pour ce Facebook Live spécial scolarité. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Donc, une des questions qu'on avait reçues en amont, vous évoquez tout à l'heure la présence des ATSEM en classe de maternelle. Justement, il y avait une question qui indiquait comment faire pour que l'AVS des parents d'un enfant handicapé trouve sa place avec l'ATSEM. Est-ce que c'est à eux d'imposer des règles ou est-ce qu'il faut, comme vous peut-être le disiez tout à l'heure, il faut qu'ils laissent faire et justement pour que chaque encadrant trouve sa place légitime auprès de l'enfant? Théoriquement, l'organisation, la répartition des rôles entre AVS et ATSEM, c'est la responsabilité de l'enseignant. Ces deux professionnels interviennent sous la responsabilité de l'enseignant. Ensuite, ils ont des référents hiérarchiques qui sont différents l'un et l'autre. Les ATSEM dépendent des municipalités et donc il y a parfois des chartes dans certaines municipalités qui précisent ce que font les ATSEM et ce qu'elles ne font pas. Et de l'autre côté, pour les AESH, ils dépendent de l'inspection académique, ils sont mis à disposition donc, dans une école, donc ils sont sous la responsabilité du directeur d'école. Et ensuite, ils ont maintenant des cellules de gestion départementales. Il y a des conseillers pédagogiques qui peuvent intervenir parfois. Il peut y avoir aussi maintenant des AESH référents. Donc c'est une nouveauté aussi de la rentrée, des AESH qui ont déjà une certaine expérience, qui peuvent venir en appui pour essayer d'organiser les pratiques des AESH. Mais théoriquement, que ce soit les AESH ou les ATSEM, ils ont tous les éléments pour pouvoir articuler leurs interventions et ce n'est pas aux parents d'aller rentrer dans l'organisation au sein de l'école. Par contre, quand il y a des dysfonctionnements, il y a des lieux qui peuvent être mobilisés, et c'est le cas des équipes éducatives, et c'est le cas des équipes de suivi de scolarisation. Donc, ce qui est important, c'est, quand il y a une difficulté, de faire remonter les constats des difficultés,
et de confier la responsabilité de traiter ces difficultés à l'équipe de professionnels. Pas d'ingérence, donc. Même si le mot est peut-être un peu fort, mais il ne faut pas que les parents rentrent dans le... Non, parce que ça peut être un facteur de difficulté relationnelle et ça fixe bien les responsabilités. C'est de la responsabilité de l'éducation nationale de faire en sorte que ces professionnels s'articulent ensemble. C'est pas aux parents de trouver les solutions. Par contre, le parent est tout à fait légitime quand il va dire à l'éducation nationale, là ça marche pas, ça va pas. Voilà. D'accord. Très bien. Sophie nous a posé une nouvelle question. Donc son enfant est en IME, il a 18 ans et il commence à reconnaître les chiffres et les lettres. Et visiblement, le référent scolaire lui dit qu'il n'aura plus d'école. Passé 18 ans, et elle s'interroge pourquoi. Ouais. Elle est un peu révoltée parce qu'elle estime qu'on l'empêche de finir son apprentissage alors que visiblement ça commence à porter ses fruits. Cette limite de 18 ans, elle change beaucoup de choses. Elle est très floue, cette limite, en fait. Jusqu'à présent, ce qui est prévu, c'est qu'il y a une obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans. Alors, enfin, d'instruction, d'ailleurs, parce que ça peut être autant de la scolarisation à domicile que de la scolarisation au sein d'un établissement scolaire ou au sein d'une unité d'enseignement d'un établissement spécialisé. Ce qui est dit aussi, c'est qu'à partir du moment où un enfant a commencé un cycle, il est tenu de le finir. Donc, un élève qui est en lycée, donc en première par exemple, en terminale, mais il est tenu de finir jusqu'à ce qu'il ait son bac. Hein. Donc, qu'il ait 20 ans, 21 ans, s'il est dans le cycle, l'éducation nationale devrait aller jusqu'au bout. Dans la question de la scolarisation à établissement spécialisé, c'est vrai qu'on a des pratiques qui étaient un peu différentes. D'abord, il y a encore des enfants qui sont accueillis dans des établissements spécialisés et qui ne bénéficient pas de scolarisation. Hein, c'est encore le cas aujourd'hui, et particulièrement sur le polyhandicap. On a un certain nombre d'enfants polyhandicapés qui n'ont jamais vu un enseignant et qui sont accueillis en établissement spécialisé. Donc c'est un peu compliqué de vraiment fixer la norme. Personnellement, je pense qu'il faudrait pouvoir continuer à proposer des pratiques éducatives, peut-être pas forcément dans un cadre classe tel qu'on l'imagine quand on parle de scolarisation, mais peut-être que l'enseignant spécialisé de l'IME peut aussi accompagner les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, enfin toute l'équipe vraiment plus sur le versant éducatif, pour qu'ils puissent continuer à développer les apprentissages nécessaires pour être sur la numération, être sur ces aspects-là. Ça ne se fait pas dans tous les établissements, c'est clair, mais moi j'ai vu des établissements où ça se mettait en pratique et c'est intéressant. Et je pense que c'est important que les parents revendiquent le fait qu'on apprend à tout âge de la vie et que ça ne s'arrête pas à 16 ans ou à 18 ans ou à 20 ans. Souvent, ce que nous renvoient les parents qui sont concernés par un passage de leur enfant à l'âge adulte dans des établissements pour adultes, c'est que les équipes éducatives leur disent maintenant on va travailler au maintien des acquis. Non, je veux dire, à tout âge on peut apprendre. On a des exemples de jeunes adultes qui ont appris à lire et à écrire plus tardivement. Donc voilà, comment on le met en place. Maintenant, il n'y a pas d'éléments très clairs dans les textes qui vont nous permettre de nous appuyer là-dessus, de dire non, vous ne pouvez pas arrêter la scolarisation de mon enfant parce qu'il a 18 ans. Donc elle n'a pas forcément de recours, c'est à elle d'entamer peut-être une discussion avec l'établissement. Alors voilà, elle peut entamer une discussion avec l'établissement, elle peut entamer une discussion au sein du CVS, du Conseil de la vie sociale, avec les représentants de parents qui sont présents. Elle peut, lors de l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, donc le PIA, elle peut dire que ce qui l'intéresse, c'est bien que son enfant puisse continuer à être dans les apprentissages sur telle et telle thématique. Et ensuite, avoir au sein de l'équipe quelles réponses ils peuvent apporter pour que ce soit les éducateurs spécialisés qui puissent venir en appui sur ces aspects-là si l'enseignant est mobilisé sur d'autres Mais malheureusement, si l'IME lui signifie une fin de non-recevoir, elle n'aura pas de texte sur lesquels s'appuyer ou de recours possible pour... Aujourd'hui, j'en vois pas. Aujourd'hui, je ne vois pas de recours. Il a 18 ans. Dans la loi pour une école de la confiance, donc la scolarisation a été a été rendue obligatoire à partir de 3 ans. On a évoqué l'obligation de formation jusqu'aux 18 ans, mais pour l'instant, le texte, il n'y a pas d'éléments clairs là-dessus sur lesquels on puisse appuyer. Puis, il a 18 ans, donc il est
Il est déjà à la limite, quoi. Donc je pense il faut pas s'appuyer sur les textes de l'éducation nationale, mais il faut plutôt aller sur les aspects théoriques de continuer les apprentissages et essayer de faire en sorte que ce soit inclus dans les objectifs éducatifs de l'enfant. D'accord, très bien. Une autre question qui nous avait été posée en amont de ce Facebook Live, c'était une question sur le temps périscolaire d'un enfant handicapé moteur, donc visiblement accompagné par une AVS durant le temps de l'école. Ouais. Et les parents s'interrogeaient simplement de savoir si l'AVS pouvait rester avec l'enfant sur le temps périscolaire. Alors, est-ce que c'est une question de pouvoir, de devoir, qui décide de ça? Alors, ça va aussi dépendre des territoires. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui dans les textes, et on a un peu de jurisprudence aussi qui commence à émerger, c'est de la responsabilité de l'éducation nationale de mettre en place l'accompagnement sur les temps de la pause méridienne, sur la cantine. C'est bien parce qu'on considère que la cantine est un temps nécessaire pour la scolarisation, donc c'est bien à l'éducation nationale de fournir l'accompagnement sur ce temps-là. Donc ça, c'est une première partie. Sur le périscolaire, donc après la journée de classe, il n'y a pas d'indication très claire là-dessus. Il y a un travail qui a été engagé lors de la dernière concertation entre secrétariat d'État, ministère de l'Éducation nationale et puis les associations, sur une réflexion autour d'un dispositif deuxième employeur. Le principe, ce serait de dire que les AESH qui le souhaitent pourraient intervenir aussi sur le temps périscolaire, donc sur tous les temps de vie, pour pouvoir compléter leur activité et répondre aux besoins des enfants identifiés. Aujourd'hui, c'est très variable d'un département à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des départements où il y a des conventions de mise à disposition qui peuvent être signées. Donc l'AVS peut avoir un contrat complémentaire en fait, de la part de la municipalité pour intervenir sur le temps périscolaire s'il y a besoin. Mais sur d'autres territoires, ça va être les municipalités qui vont organiser autrement le renfort des temps périscolaires, sans que ce soit forcément l'AESH qui accompagne l'enfant sur le reste de la journée. C'est pas stabilisé aujourd'hui cette question-là. C'est compliqué. Les AESH d'ailleurs, les collectifs représentant les AESH ne souhaitaient pas intervenir sur le périscolaire. Ils indiquaient que eux, leur compétence c'était uniquement sur le temps scolaire. Nous, FNACEP, on considère qu'il faut pouvoir proposer des accompagnements sur tous les temps de vie de l'enfant. Et donc sur le périscolaire, c'est important de pouvoir les mettre en place quand il y a un besoin d'accompagnement individuel. Mais c'est vrai aussi que sur le périscolaire, un petit peu comme dans les centres de loisirs, on va être souvent sur des accueils par l'ensemble de l'équipe. Et donc il n'y a pas forcément nécessité d'avoir une personne référente individuelle d'un enfant. Ça peut plutôt se faire en renfort d'équipe pour permettre cet accueil en périscolaire. D'accord. Voilà. Très bien. On poursuit avec une autre question d'un garçon qui va passer son brevet dans 2 ans, un petit garçon autiste, et ses parents s'interrogent, est-ce qu'il pourra le passer comme les autres enfants, j'allais dire dans les mêmes conditions? Quels aménagements sont prévus pour ça? Et est-ce qu'il y a des aides prévues au cours de l'année? Et si oui, par qui? Alors ils sont également, je pense, un peu en avance, puisqu'ils évoquent la date de 2 ans. Ouais. Oui et non? Non. Ils s'y prennent... Plutôt, alors sur la question des aménagements d'examen, plutôt on réfléchit à ça, mieux c'est. En fait, les aménagements d'examen, quand on les sollicite, ils sont basés en général sur les aménagements qui auront été mis en place tout au long de la scolarisation. Donc on a tout intérêt à réfléchir le plus tôt possible aux aménagements qui vont être nécessaires pour pouvoir ensuite faire la demande pour l'aménagement de l'examen. Alors le brevet, voilà, on est à 2 ans avant, donc ça va. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a eu des aménagements spécifiques qui ont été mis en œuvre dans le projet personnalisé de scolarisation et donc qu'est-ce qu'on va demander lors des épreuves finales. Qu'est-ce qui est mis en place quand il y a un devoir sur table au sein de la classe? Et du coup, comment on va faire la demande ensuite pour l'aménagement d'examen? Donc s'appuyer sur il y a vraiment un cas déjà. Tout à fait. Il faut vraiment être là-dessus. D'autant plus que si l'élève avait un aménagement d'examen qu'il n'a pas expérimenté tout au long de sa scolarité, il risque d'être mis en difficulté le jour de l'examen. Donc voilà, il y a vraiment ces liens-là. Après, la pratique, donc, on fait les demandes d'aménagement sur la scolarisation en temps normal au sein du PPS.
pour les demandes d'aménagement de l'examen, il y a des dossiers qui sont en général présents sur les sites internet des inspections académiques, des directions départementales de l'éducation nationale, qui donnent tous les formulaires à remplir et les dates limites pour déposer les demandes. Attention, parce que les dates limites pour déposer les demandes, elles raccourcissent de plus en plus. Avant, on était sur mars, février, janvier. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le plus tôt possible, on met les documents dans les circuits administratifs, mieux c'est. Parce que le principe, c'est il y a à la fois un passage à un IDPH pour avoir un avis, il y a le médecin scolaire de l'inspection académique qui regarde aussi ça, il y a une validation qui est faite par l'inspection académique, enfin la direction des examens et concours, et derrière, pour eux, il y a des conséquences sur éventuellement les documents à préparer, si on a besoin, en cas d'élèves déficients visuels, il peut y avoir besoin de documents adaptés, il faut les commander en avance, etc. Donc, toute une organisation. Toute une organisation dans un contexte où de plus en plus d'élèves demandent des aménagements aux examens. Donc, avec une organisation au sein de l'éducation nationale qui a du mal, en fait, à absorber justement cette augmentation de dossiers à traiter. Donc, plus tôt on fait les demandes, plus tôt on les met dans le circuit, mieux c'est. Donc là, ils sont dans les temps. Il faut regarder un petit peu ce qui est mis dans le cadre du PPS. Il faut échanger avec les enseignants sur qu'est-ce qui paraît pertinent pour les examens, télécharger le dossier et puis donc l'année juste avant l'examen, faire la demande d'aménagement complémentaire. Et donc la demande se fait au niveau de l'inspection académique et là encore, s'il y a un enseignant référent qui est présent, il faut s'appuyer sur l'enseignant référent pour toutes ces démarches. Il a toutes les infos sur quels sont les timings sur le territoire, etc. Les aménagements des examens, c'est un sujet sur lequel il y a encore des textes qui sont en cours de rédaction au plan national et donc il va y avoir certainement des nouveautés, on va dire, pour la rentrée de septembre. Il y a beaucoup de textes. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de textes qui sont encore en cours de rédaction. Vous trouvez que ça... Enfin, j'allais dire, c'est la marche normale de choses qui se mettent en place ou Sur certains sujets, c'est la marche normale. Sur la question des aménagements des examens, on aurait pu avoir des textes prêts plus tôt. Et ça avance, mais c'est pas encore. Ça avance pas aussi vite que ça pourrait avancer. Ça avance pas aussi vite que ça pourrait avancer et les services en charge des examens à l'éducation nationale sont plutôt confrontés à une gestion de l'augmentation des dossiers et comment ils vont traiter ça administrativement parlant, plutôt qu'avoir une approche sur qu'est-ce qui va être le meilleur aménagement pour des candidats en situation de handicap. D'accord. En fait, le problème n'est pas forcément pris dans le bon sens. Non, c'est pas au bénéfice des élèves, c'est plutôt comment on fait pour que la structure administrative s'adapte aux difficultés rencontrées et au retard pris pour la gestion d'un certain nombre de dossiers. Je parlais des élèves déficients visuels, par exemple. Il n'est pas rare de voir des départements où on va limiter strictement le nombre d'adaptations possibles en disant vous avez droit à une police encore 14 ou encore 18 et rien d'autre. Et s'il y a un élève qui a travaillé toute son année à encore 20, et ben tant pis pour lui parce qu'il n'aura pas le support adapté parce qu'administrativement c'est pas prévu pour. D'accord. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui restent sur la question vraiment des aménagements des examens où il y a des efforts à faire. Vous, à la FNACEP, les difficultés qui vous remontent le plus souvent de la part des parents, est-ce qu'il y en a qui se dégagent du lot ou c'est varié comme... On a quand même beaucoup de choses qui tournent autour des AESH, c'est clair, la question de l'aide humaine à l'école est quelque chose qui mobilise beaucoup et c'est parfois difficile pour nous d'essayer d'expliquer la complexité d'une école inclusive. Et le fait que pour qu'un élève soit bien scolarisé, oui, peut-être qu'il faudra de l'aide humaine à l'école, mais pas systématiquement. Il faudra aussi travailler à la réduction du temps d'aide humaine, mais il faudra que l'enseignant puisse travailler sur ses aménagements pédagogiques, donc change ses pratiques de classe. Et il faudra que l'enseignant travaille justement aussi différemment avec la ESH. Et il faudra que les professionnels du médico-social puissent rentrer dans les écoles et travailler en partenariat avec les enseignants. Et puis, il faudra peut-être aussi retravailler les aménagements des locaux, pas que sur des questions d'ascenseur et d'escalier, mais aussi de dimension de salles de classe, d'insonorisation des salles, des choses de ce type-là. Voilà, il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte, qui vont faire qu'on va être vraiment sur quelque chose
d'adapter. La réduction du nombre d'élèves dans les classes, mais c'est valable pour tous les élèves, ça serait un facteur parfait pour faciliter l'école inclusive. On le voit dans les quartiers où il y a eu des dédoublements des CP, où on est sur des CP à 12. Ben oui, c'est forcément pour les élèves en situation de handicap qui sont accueillis dans ces classes-là, ça se passe mieux. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est de jouer sur tous les leviers à la fois, et pas uniquement celui des AESH. Et c'est vrai que souvent on est sollicité sur des situations de ce type-là. On est aussi beaucoup sollicité par des parents d'enfants qui ont 14, 15, 16 ans, qui ont déjà fait des parcours assez importants, qui arrivent au collège, qui arrivent au lycée, et où là, les dispositifs ULIS en particulier ne sont pas toujours adaptés. On peine à trouver une réponse qui soit encore inclusive pour des enfants en particulier avec des troubles du neurodéveloppement, donc, avec des troubles cognitifs, des troubles du spectre de l'autisme. Ça peut être compliqué aujourd'hui d'avoir une réponse par l'éducation nationale, et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont fait toute notre scolarité en milieu ordinaire et qui arrivent à un moment donné, on va leur dire maintenant votre avenir ça va être peut-être en milieu spécialisé. Et ça, les parents, et je les comprends, ne le comprennent pas. Donc il y a une exigence et une nécessité que l'éducation nationale évolue et propose des solutions d'accompagnement le plus vite possible sur ces tranches d'âge-là. Ça pourrait faire partir des pistes d'amélioration. Si vous aviez des pistes d'amélioration à formuler sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap, ça pourrait être en être une. En tout cas, c'est une période sur laquelle il faut concentrer les efforts. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on s'est battu sur l'accueil en école maternelle, l'accueil en primaire, et là, on a des choses qui fonctionnent mieux. Maintenant, le collège et le lycée, mais on rentre dans le dur avec des enseignants qui sont en plus des spécialistes de la discipline et pas forcément de la pédagogie, et pour lesquels il y avait des logiques à enseigner face à un groupe homogène, et là on leur parle d'hétérogénéité. Et donc il y a vraiment tout un travail d'accompagnement, de formation des enseignants, particulièrement sur le second degré, mais de façon plus large, sur c'est quoi les principes de l'école inclusive, c'est quoi les principes de la pédagogie adaptée, individualisée. Il faut arriver à leur donner des billes pour qu'ils puissent passer à l'action. Il faut que tous les professionnels du médico-social se mettent à disposition des enseignants pour transférer les pratiques qu'ils ont développées dans le secteur spécialisé à l'école ordinaire. Parce que c'est un moment un peu charnière, ce 13, 14, 15, ça peut dessiner. Est-ce que vous diriez que ça peut, si l'enfant est mal orienté ou mal accompagné, ça peut peut-être un peu casser ce qu'il a, c'est sûr. appris avant. Il y a des ruptures de scolarisation, il y a des ruptures de parcours. On a des familles qui nous contactent avec des enfants qui sont à domicile parce que ce qui est proposé à l'école ne correspondait plus, parce que il y a peu de solutions de possibles. Et puis parce que ça va aussi orienter la question de l'insertion professionnelle et le regard qu'on va porter sur le fait que ces personnes peuvent jouer un rôle en entreprise ou un rôle social dans la cité. Donc c'est la continuité. Je pense qu'il y a vraiment un point dur à avoir, à traiter sur cette période-là. Et ce lien, justement, comme vous disiez, quand on quitte l'école pour entrer dans le monde professionnel, vous trouvez qu'aujourd'hui il est compliqué aussi. Il est très compliqué. Il est compliqué parce que il y a des logiques de rentabilité, il y a des logiques de profit, de productivité qui sont inhérents à l'activité professionnelle, et c'est compliqué d'arriver à répondre systématiquement sur ces aspects-là. Bon, il y a des initiatives qui se mettent en place, mais on le voit bien dans le taux de chômage des personnes en situation de handicap, on est bien en deçà du reste de la population. Donc on a des efforts à faire, et du coup tout ce qu'on va faire en termes de scolarisation doit permettre de déboucher sur de la formation professionnelle, la formation qualifiante, pour qu'ensuite il y ait une insertion professionnelle qui se mette en place. C'est-à-dire que les efforts j'allais dire les petites graines qu'on sème au début de la scolarisation d'un enfant, il faut essayer d'en semer le plus possible tout au long pour pas que ça se perde. Et que ça... Bien sûr. Et puis c'est toutes les questions de ces constructions de parcours, comment à un moment donné, s'il y a besoin d'un accompagnement un peu renforcé par le médico-social, ça se met en place. Comment ensuite, s'il y a plus d'autonomie, on en profite et on avance sur ces aspects-là.
On parle beaucoup de désinstitutionnalisation, donc la FNACEP est aussi assez d'accord sur ces aspects-là, de dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir transformer les établissements médico-sociaux et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus dans une vie dans la cité et donc à l'école ou au travail. Mais voilà, comment on fait encore ces passerelles, comment on construit ces liens, il y a encore du travail. Dans un contexte où aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, on a quand même un nombre d'enfants en situation de handicap scolarisé qui a explosé. Donc on est aussi sur un contexte de progrès. Mais bon, on n'est pas au bout du chemin, il y a encore du travail à faire. Très bien. Bah, écoutez, Nicolas Hedelin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure consacrée à la scolarité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets liés à la scolarité sur easy.org. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.